Bienvenue dans La Truffe dans la gamelle, premier podcast de nutrition vétérinaire. Je suis Charlotte Deveau, vétérinaire nutritionniste, et je vous propose de mettre ensemble la truffe dans la gamelle. Notre invitée du jour est Justine Rivière. Ancienne assistante vétérinaire, elle est aujourd'hui surtout formulatrice de rations BARF équilibrées selon les données de la science. Elle a monté le site La Cantine de Wen, où elle propose des calculs de rations physiologiques pour chiens, anime le groupe Facebook Vers une approche nutritionnelle du BARF, ainsi que le groupe ASV Nutri. Elle connaît toutes les tendances actuelles du BARF et autres courants crus francophones, et a sur sa table de chevet tous les livres de référence en nutrition, tels que le NRC ou le Small Animal Clinical Nutrition. Aujourd'hui, nous allons voir avec elle comment elle a réussi à réconcilier le BARF et la science. Donc déjà, bonjour Justine, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, merci de m'avoir invitée. Donc, je voudrais savoir quelles sont les pratiques actuelles du BARF en France. Alors, on a aujourd'hui deux grandes tendances qui se distinguent, qui ont la même base en fait. Donc, on a le BARF, ce qui est vraiment appelé le BARF, et le pré-modèle. Donc, les deux partent avec la même base, c'est-à-dire on a 45% d'os charnus, 45% de viande sans os, 10% d'abat, dont 5% de foie. Et là où ça va commencer à diverger, c'est qu'au BARF, on va rajouter des fruits et légumes et des huiles animales de préférence, alors qu'au pré-modèle, du coup, on va rien ajouter d'autre. On va uniquement se contenter de viande, d'os charnus et d'abat. Au BARF, les proportions de fruits et légumes, on est sur une cuillère à soupe pour 10 kg de fruits et légumes mixés et une cuillère à café pour 10 kg d'huile. Donc on est sur des huiles animales de préférence, on essaie d'éviter les huiles végétales. Selon les communautés, on peut avoir 1 ou 2 fois par semaine de l'huile de tournesol pour la vitamine E, mais ça encore, ça diverge vraiment en fonction des communautés, des personnes qu'on suit pour se lancer là-dedans en fait. Et alors, sur quoi ça repose? Qui a déterminé ces pourcentages que tu nous donnes? D'où sortent en fait ces données? Ça s'est fait... alors, à la base, le grand point de départ du BARF, tel qu'on le connaît aujourd'hui, ça vient de 2 vétérinaires qui sont australiens dans les années 90. Donc, on a le docteur Ian Billinghurst et Tom Lonsdale, qui ont considéré que la nourriture industrielle n'avait pas sa place dans la gamelle du chien et qu'il fallait reconstituer un modèle tel que la nature l'avait prévu pour lui. Donc je cite un petit peu l'idée telle qu'elle a été exprimée. Et donc du coup, on doit nourrir le chien comme il se nourrirait hypothétiquement dans la nature. Donc avec des proies. Sauf que nous, à l'heure actuelle, c'est difficile de donner des proies telles qu'ils les trouvent dans la nature, donc l'idée c'est de les reconstituer. Avec ces proportions-là qui sont censées reconstituer la proie telle que le chien le trouverait, donc avec un pourcentage d'os, un pourcentage d'abat et un pourcentage de viande, de muscle du muscle pur, quoi. Et qu'est-ce que tu en penses? En quoi ces pratiques sont bien ou pas bien aujourd'hui? Alors, il y a 2 choses. D'un point de vue purement nutritionnel, on n'est vraiment pas en adéquation avec les besoins. Il est considéré qu'en fait, l'équilibre se fait sur la durée. Alors ça, par contre, c'est quelque chose d'unanime entre le BARF et le pré-modèle. Voilà, on est sur l'idée que c'est la variété dans le temps qui fera l'équilibre. Alors, c'est une belle idée, sauf que en fait, ça fonctionne pas. Parce qu'il y a des choses, effectivement, qui vont pouvoir être stockées par le corps, des nutriments qui vont pouvoir être stockés par le corps, d'autres non. Et donc, il faut bien connaître tout ça pour avoir éventuellement la possibilité de ne pas tout apporter sur une journée, mais même comme ça, c'est compliqué. En plus, on remarque, quand on s'intéresse de près à ces rations, dans ces proportions, qu'il manque principalement, en général, du zinc, du cuivre, de la vitamine E, du magnésium, et parfois quelques vitamines B, ça dépend un petit peu des viandes qui sont utilisées. Et la variété ne va pas suffire, surtout dans le temps, à combler tous ces besoins. Ensuite, on a un deuxième problème qui va plutôt être sanitaire, mais là qui est plutôt de l'ordre de la pratique vraiment des personnes qui sont au BARF. Et ça va être en fait tout ce qui concerne la logistique. Le problème sanitaire va résider dans le fait que
pour des questions de coût, les gens vont souvent commander sur des sites de barf. Donc c'est des fournisseurs en ligne qui vont vendre de la viande, souvent en très grande quantité. Des gros conditionnements, donc ça peut être des conditionnements de 10 kg, 15 kg, parfois plus. Et donc du coup, les gens reçoivent ça chez eux. Et donc là, on a un problème de maîtrise en fait de la chaîne du froid, c'est-à-dire qu'on va avoir le tout début, l'abattage de la bête. Ensuite, il va falloir que la viande soit acheminée vers le fournisseur, qu'elle soit potentiellement reconditionnée, ça on n'en sait rien, et qu'ensuite elle soit expédiée chez le propriétaire en ce bloc de 10 kg, éventuellement ou plus. Et ensuite, le propriétaire, il va pas donner 10 kg à son chien par jour, quoi. Donc il va bien falloir qu'il le portionne dans les quantités qu'il souhaite lui donner. Et pour ça, bien souvent, les gens décongèlent ces gros blocs de viande pour les portionner, les recongèlent et ensuite les redécongèlent pour les donner au chien. Et donc là, on a un gros problème en termes de prolifération bactérienne potentielle, compte tenu de toutes ces étapes qu'on ne maîtrise pas du côté du fournisseur et du côté du propriétaire avec ces histoires de congélation, recongélation qui sont vraiment problématiques en termes de maîtrise du risque sanitaire. Ensuite, on a aussi le souci d'un point de vue sanitaire de la qualité de la viande. On n'est pas forcément sur des viandes de qualité de consommation humaine, donc ça représente un risque potentiel. Donc voilà, tout ça permet de dire que la pratique telle qu'elle est faite globalement aujourd'hui n'est pas l'idéal. Et donc toi, qu'est-ce que tu proposes à la fois sur ton groupe Facebook ou quand tu calcules des rations? Comment tu as évité tous ces écueils en fait? Alors d'un point de vue nutritionnel, compte tenu des carences qu'on connaît de base, il va falloir bien sélectionner ses ingrédients. Donc, et aussi, surtout, se mettre dans la tête qu'il y a des compléments qui seront obligatoires. Ça, il faut bien comprendre que si on veut un barf équilibré, il va falloir des compléments. C'est inévitable. Donc, d'un point de vue aliments, pur et dur, par exemple, pour pallier aux carences en cuivre, il va bien falloir choisir ses abats. On va avoir, par exemple, souvent les foies dits ruminants. Donc, par exemple, on va avoir les foies de bœuf, les foies d'agneau, les foies de veau, qui vont être 3 sources principales d'apport en cuivre. Avec ces 3 foies-là, on a peu de risques de faire des erreurs en termes d'apport. Après, pour le zinc, on n'a pas le choix, il faut un complément. Il y a très peu de viandes ou d'abats qui peuvent nous apporter suffisamment de zinc, sachant qu'on a aussi le zinc qui interagit avec le cuivre, donc on a un ratio à respecter, donc sans complément, c'est impossible. Ensuite, on a la vitamine E. Alors, la vitamine E, là, c'est pareil, il faut absolument un complément. Il n'y a pas d'autre solution. D'ailleurs, la vitamine E apportée par l'huile de tournesol par certaines communautés, ça peut être une bonne idée parce qu'effectivement, l'huile de tournesol est une bonne source de vitamine E, comme l'huile de germe de blé éventuellement. Seulement, il se pose un problème, c'est que le chien a un besoin de base en fait en vitamine E, mais on doit donc apporter de la vitamine E pour couvrir ce besoin de base, mais aussi pour protéger les acides gras de la ration de l'oxydation. Donc en fait, il ne suffit pas seulement de combler les besoins en vitamine E et surtout pas une fois par semaine. Il faut prendre en compte ces apports en globalité. Donc du coup, là c'est pareil, on est obligé d'avoir un complément. Ensuite, pour tout ce qui va être magnésium, on a la solution de certains féculents. Alors là, pour le faire accepter aux barfeurs, c'est un petit peu plus compliqué, évidemment. Mais par exemple, les flocons d'avoine sont une excellente source de magnésium et aussi de fibres. Donc voilà, après, pour ceux qui ne veulent pas, on a une autre solution, ça va être le lithotame. Alors le lithotame, c'est une algue qui nous aide sur 2 points, le calcium et le magnésium. Il y a un autre souci au barf, c'est que bien souvent, l'apport d'os charnu va nous apporter un rapport calcium-phosphore trop bas. Ça, c'est problématique parce qu'en plus, on maîtrise pas tout à fait les données. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les os charnus ne sont pas consommés par l'humain. Donc évidemment, on n'a pas de données nutritionnelles aussi précises que pour tous les autres ingrédients qui composent la ration. Donc du coup, c'est un petit peu plus compliqué d'équilibrer cet aspect-là. Du coup, avec un rapport calcium-phosphore trop bas, on a souvent donc plus de phosphore que de calcium. Et du coup, il est nécessaire souvent de réajuster.
Et donc le lithothame nous permet à la fois de réajuster notre apport calcium-phosphore en apportant que du calcium et en même temps du magnésium qui va souvent suffire à combler les besoins. Donc voilà globalement un petit peu comment on s'en sort. Au niveau du sélénium, alors sur certaines rations, le sélénium peut être un petit peu manquant. Là c'est pareil, on va se diriger vers des abats. Comme on peut se calquer sur les foies en fait. Des rognons de bœuf, d'agneau ou de veau vont souvent réussir à être satisfaisants en termes d'apport en sélénium. Et ensuite, une idée de laquelle il faut se détacher, c'est ces pourcentages en fait. C'est vraiment une hérésie de penser en pourcentage parce que même pour le calcul de la ration, au BARF, on pense en pourcentage de poids corporel de l'animal. C'est-à-dire que pour calculer la ration de l'animal, eh bien, on va vouloir calculer un pourcentage de son poids. Donc 2% si le chien doit maigrir, 2,5% si on veut qu'il reste stable, et donc 3% et plus si on veut qu'il grossisse. Donc voilà, tout ça ne prend pas en compte les besoins en énergie du chien. Donc c'est-à-dire que on maîtrise rien en fait. On maîtrise rien d'un point de vue nutritionnel, d'un point de vue énergie de la ration et besoins énergétiques du chien. Et c'est problématique. On s'en rend compte d'ailleurs quand on rééquilibre des rations. On a des chiens qui ont des améliorations à la fois physiques, parfois comportementales, et tout ça, voilà, ça résulte vraiment d'un besoin d'équilibre dans sa globalité et de maîtrise de tous les apports et de toute la nutrition en général, quoi. Et donc toi, comment tu fais déjà pour connaître ses besoins et après pour faire la ration et t'assurer qu'elle va répondre à tous les besoins nutritionnels définis pour un animal donné? Alors les besoins nutritionnels, on les connaît. Moi, j'utilise les valeurs du NRC dont on a parlé. Et j'utilise aussi donc des logiciels de formulation. Il est très compliqué de pouvoir équilibrer une ration sans ces outils-là. Ça pourrait être fait dans l'absolu, sauf que c'est presque irréalisable d'un point de vue temps. Maintenant, ces logiciels en fait intègrent les recommandations nutritionnelles à notre disposition, là en l'occurrence le NRC, pour nous permettre de vérifier l'adéquation entre les apports alimentaires et les besoins nutritionnels. Donc moi j'utilise effectivement ce type d'outils pour pouvoir m'assurer de l'équilibre en macro et micronutriments et aussi de l'adéquation entre le besoin énergétique du chien et l'énergie que la ration apporte. Qu'est-ce que tu pourrais répondre à toutes les idées reçues, par exemple, notamment, moi ce que j'entends beaucoup, c'est sur les sources végétales. Donc quand on dit, par exemple, on va apporter de l'huile de colza pour apporter les acides gras essentiels, ou comme tu disais, des flocons d'avoine pour le magnésium, ou du lithothame pour le calcium, certaines personnes répondent, ce n'est pas une source animale, donc l'animal ne l'absorbe pas. Alors je réponds qu'en fait, il ne faut pas penser à l'espèce qui reçoit. C'est une erreur en fait de penser à l'espèce qui reçoit l'aliment ou le complément. Il faut bien se dire que par exemple, si on parle du lithothame et du calcium, pour les minéraux, il y a différents sels de minéraux. Et donc on va avoir par exemple le carbonate de calcium. Donc c'est le carbonate de calcium qui compose le lithothame, mais c'est aussi le carbonate de calcium qui compose la coquille d'œuf. Donc en fait, c'est une hérésie de se dire que le lithothame sera moins absorbé que la coquille d'œuf, puisque c'est exactement le même sel de calcium. Donc il n'y a aucune raison de penser que le chien ou le chat, parce qu'ils sont carnivores, ne vont pas assimiler une source végétale. C'est pareil avec les huiles. En fait, c'est une erreur de la part des barfeurs de se dire que il vaut mieux apporter des oméga 3 par l'huile de saumon plutôt que par l'huile de colza. Parce qu'en fait, ça apporte pas du tout les mêmes acides gras. L'huile de saumon va nous apporter de l'EPA et du DHA, alors que l'huile de colza va nous apporter de l'acide alpha-linoléique et de l'acide linoléique. Donc du coup, on va être sur des apports qui sont différents. Donc penser végétal ou animal parce que juste le chien est carnivore, ça n'a aucun sens d'un point de vue purement nutritionnel et scientifique. Oui, donc c'est pareil pour les acides gras, ils sont sous la même forme, ils sont sous la même forme chimique
qui soit dans des végétaux ou par exemple, l'acide alpha-linolénique, qui soit dans de l'huile végétale ou dans de la viande, s'il est sous la même forme, donc ils vont aussi l'absorber sous la forme végétale. C'est ça, et en plus, alors le chien peut le faire de façon moins efficace que l'humain, mais il peut convertir une partie de ces acides gras, oméga 3, en EPA et en DHA. Donc en fait, on se rend bien compte que c'est un peu plus complexe que ce qu'on veut bien nous faire croire. Et même les acides gras des huiles végétales, même les formes qu'on dit végétales, mais qui sont en fait juste les formes, l'acide alpha-linolénique, il est aussi essentiel en lui-même au-delà d'être transformé par le chien. Absolument. Voilà, c'est ça. C'est vraiment par définition des acides gras essentiels. Alors en plus, on va avoir du mal à les trouver en quantité suffisante par des aliments d'origine animale, en particulier pour les acides gras oméga 3, à moins, mais ça risque de pas être suffisant quand même, de donner des viandes qui, par exemple les labels bleu blanc cœur, où les animaux ont été nourris avec une alimentation enrichie en graines de lin pour avoir une teneur en oméga 3 plus importante. Mais ça encore, sans le calculer, c'est impossible à savoir. Donc il faut là aussi l'importance de la maîtrise du calcul et de l'équilibre. Et donc, toi, quelles sont tes recommandations pour gérer tout ce qui est l'aspect sanitaire, donc ces problèmes de décongélation, recongélation, prolifération bactérienne, voire parfois pire? Alors du coup, à ce niveau-là, il n'y a pas 36 solutions à mon sens. Il va vraiment falloir acheter le plus possible frais, c'est-à-dire avec... c'est nous qui n'allons faire une seule congélation et décongélation. Voilà, acheter en grande surface, d'une part pour avoir l'assurance que c'est une viande qui a été contrôlée et contrairement aux fournisseurs BARF, voilà, vraiment un contrôle d'un point de vue sanitaire. Ne pas acheter de viande dite pour animaux non plus dans les grandes surfaces parce que on ne sait pas combien de temps elle a traîné, on ne sait pas si... Voilà, on ne sait pas comment ça a été fait. C'est pour animaux, donc on n'a pas la maîtrise de l'assurance de la qualité sanitaire telle que ça pourrait être pour un aliment destiné à la consommation humaine. Donc ça, c'est le premier point. Acheter vraiment de la viande destinée à la consommation humaine dans des circuits destinés à la consommation humaine et éviter les viandes congelées. Vraiment éviter ce genre de fournisseurs qui vous obligent à décongeler pour recongeler. Voilà, ça, c'est pas possible. Ensuite, il va falloir faire attention à tout ce qui est hygiène vraiment de base, donc les ustensiles. Voilà, on les lave avant, après, tout de suite après. Les couteaux, les planches à découper, etc. Le conditionnement, quand on garde au frigo la viande, alors voilà, on décongèle la viande au frigo. Surtout, on la laisse pas à l'air libre pendant 24-48 heures. Enfin ça, voilà. On la met dans des contenants vraiment fermés au frigo. On nettoie tout avant, après. Ça, c'est des choses de base, mais on se rend compte que c'est pas forcément appliqué au quotidien par tous. Et voilà, on lave les gamelles tout de suite après, on les laisse pas traîner, parce qu'après, on s'étonne de voir des sacs de viande ou des gamelles avec des asticots dedans. Enfin, c'est pas possible de voir ce genre de choses. Donc en fait, c'est tout un ensemble de règles de base en fait qu'on applique à nous-mêmes et qu'il faut aussi appliquer quand il s'agit de préparer la gamelle de nos chiens. En fait, c'est vraiment des choses toutes bêtes, mais auxquelles il faut faire attention. Et qu'est-ce que tu penses, toi, du barf tout prêt industriel qui est souvent proposé? Donc, j'ai déjà vu passer, par exemple, des barquettes un peu de viande hachée ou des espèces de gros saucissons qui ressemblent de loin à du salami. Ça, c'est estampillé barf. Ça prétend être complet. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Alors, bien souvent, j'ai même envie de dire, dans 100% des cas, c'est pas complet. Soit ça respecte tout ce qui va être proportion de ratio, de pourcentage, comme on a dit au début. Et donc, on sait que d'un point de vue nutritionnel, c'est pas équilibré. Au pire, ça va juste être de la viande hachée. Voilà, c'est pareil, c'est pas équilibré. Et d'un point de vue sanitaire, rien que le fait que ce soit haché va poser encore plus de problèmes parce que la viande hachée est plus exposée aux proliférations bactériennes et à l'oxydation. Du coup, on va être sur un risque qui va être décuplé et encore plus si des fois on voit souvent des grandes plaques de viande hachée, ce genre de choses, comme les gros boudins qu'il faut portionner. Voilà, on va être dans la même obligation de décongeler, recongeler avec un risque encore plus élevé que sur de la viande classique, qui comporte déjà un risque vraiment important. Donc voilà, c'est vraiment à éviter encore plus
que les viandes sur des fournisseurs dits pour animaux, quoi. C'est vraiment des choses à éviter. Il y a aussi le gros problème de la VSM, donc la viande séparée mécaniquement. C'est pareil, ça se vend sur des plaques, sous forme de plaques qui font 10 kilos. On est obligé de couper ça en morceaux après les avoir décongelés. En plus, la viande séparée mécaniquement, en fait, c'est de la raclure de carcasse. En fait, ils raclent les carcasses pour obtenir cette espèce d'amas de semblant de viande. Et bien souvent, là-dedans, on retrouve, c'est pas du muscle, hein, on retrouve des minéraux, du cartilage, ce genre de choses. Donc là, on a un risque supplémentaire de déséquilibrer la ration en raison de la présence d'une teneur en minéraux plus importante. Donc, en fait, le BARF, ça part d'une idéologie de dire on va recomposer la proie comme dans la nature, et on en vient à de la viande séparée mécaniquement, qui est donc de la carcasse raclée par une machine, qui a été congelée, décongelée, qui va être donnée aux chiens. On est quand même un peu loin de l'idéologie de base. Absolument. Et d'ailleurs, ça m'amène aussi à une autre réflexion qui est souvent que on dit aux futurs barfeurs, vous allez voir, ça va vous revenir vachement moins cher que des croquettes. Et là, en fait, je pense que ça devrait faire tilt dans la tête de tout le monde. C'est-à-dire qu'une alimentation pour un chien qui va être composée en grande partie de viande ne peut pas être moins cher que des croquettes. C'est impossible. Si on veut quelque chose qui réponde effectivement à l'idéologie et à la volonté de base, qui est de nourrir d'une façon plus saine, d'une meilleure qualité, puisqu'en fait, c'est ce qu'on reproche aux croquettes, hein, c'est d'être d'une qualité médiocre, des aliments transformés dont on ne connaît pas l'origine, etc. En fait, ça n'a aucun sens de reproduire avec quelque chose qui d'aspect ressemble à de la viande. La même chose, en fait. Ça n'a aucun sens. Donc, il faut bien se mettre dans l'idée que si on veut faire un barf correct, équilibré, avec des aliments de qualité, ça va forcément revenir plus cher que des croquettes. Il faut bien se mettre ça en tête, parce qu'il n'y a aucun intérêt à passer au barf pour donner des choses qui, d'un point de vue qualité, risque sanitaire et potentiellement équilibre, si on est sur du tout près, ce seront pires que des croquettes. Il faut bien se dire que on n'arrête pas les croquettes pour faire pire. Donc le barf équilibré qui apporte toutes les vitamines et minéraux, tous les éléments dont un chien a besoin, c'est possible. Mais ça implique de le calculer avec un logiciel, d'apporter des compléments. Et c'est onéreux parce que ça nécessite d'acheter des produits frais pour pas avoir à les décongeler, les recongeler. Et de qualité. Et du coup, forcément, ce sera quand même assez onéreux. C'est ça. Il faut bien intégrer cette idée. On a aussi tout l'aspect logistique, c'est-à-dire que pour des questions de facilité, on peut se dire qu'on va préparer les rations pour un mois, et puis comme ça, on a juste à sortir notre viande du congélateur le soir et à bien la mettre au frigo pour ensuite la donner le lendemain matin. Mais tout ça, ça implique aussi des achats annexes. Donc par exemple, si on n'en a pas déjà, un congélateur, du rangement, c'est tout bête, mais il faut l'intégrer dans le budget parce que voilà, si on veut pas aller faire les courses tous les 2 jours, parce que je rappelle qu'on laisse pas la viande une semaine dans le frigo, il va falloir investir aussi d'un point de vue logistique. Ça prend du temps. Alors au fil du temps, on arrive à trouver notre rythme, donc ça prend de moins en moins de temps, mais ça n'empêche que voilà, c'est chronophage. Il ne s'agit pas de verser des croquettes dans une gamelle matin et soir. Donc ça, c'est tout un ensemble de choses qu'il faut bien intégrer avant de passer au barf. Et si il faut pas se fier en fait à ce qu'on va vouloir vous faire dire, le barf c'est simple, c'est de la viande, des os, des abats, terminé, vous allez voir, tout va bien se passer. Non, ça peut pas fonctionner. Et comment on va voir par exemple qu'un animal ne va pas... Est-ce que toi tu as eu des exemples dans des rations que tu as rééquilibrées? Qu'est-ce qui peut se voir chez l'animal qui couvre pas tous ses besoins? Comment on peut se dire, ah bah là tiens, certainement que sa ration ne lui apporte pas tout ce qu'il lui faut? Alors j'ai eu 2 cas. J'ai eu le cas, alors ça c'est un cas qui est assez fréquent, même qu'on peut voir sur le groupe Facebook. Ça va être des poils ternes, des pellicules, ce genre de choses, ou le chien qui se gratte un petit peu, mais qui a la peau sèche, ou voilà, qui va pas sans alors tout problème médical évidemment exclu.
voilà, on ne sait pas trop, il n'est pas très à l'aise, le poil est un peu moche, enfin voilà. Ou alors des mues exponentielles ou ce genre de choses. Et là, en général, ce qui fait tilt, on pense directement zinc et vitamine E. Deux choses qui manquent à coup sûr, et généralement, quand on rééquilibre, le chien a un beau poil, il se gratte plus, et il est beaucoup plus confortable d'un point de vue cutané. L'autre exemple que j'ai eu, c'était... Alors celui-ci, je l'ai eu qu'une fois, mais il m'a quand même interpellée. C'était le cas d'un chien qui était hyper nerveux, vraiment assez... et qu'il aimait pas trop qu'on le titille. Donc pareil, tout avait été exclu d'un point de vue comportemental. Il était suivi, tout ça, pas de souci. Et donc il était aussi sur un barf classique. Moi, quand j'ai entré sa ration dans mes outils, j'ai vu que le magnésium était très bas. Et donc du coup, en rééquilibrant cette ration, le magnésium étant apporté... Alors, le propriétaire était d'accord pour mettre des féculents, donc du coup, on a utilisé les flocons d'avoine. Et en fait, le chien s'est calmé. Voilà, on a eu un chien qui s'est posé. Alors, voilà, on ne peut pas savoir si c'est réellement lié à ça, on n'aura jamais de preuves, c'est le seul cas que j'ai eu, mais en tout cas, en rééquilibrant la ration, le chien s'est posé, il était beaucoup plus calme. Et voilà, et ça a duré dans le temps, d'après les retours que j'ai eus. Donc voilà les deux exemples que j'ai en tête, et surtout tout pour l'aspect cutané, les poils, etc. Ça, c'est très très souvent qu'on a des retours en ce sens, avec un rééquilibre en minéraux, zinc et en vitamine E aussi. Au bout de combien de temps ça se voit, ce type de carence? Que tu as une idée? En général, pour toutes les carences qu'on a au barf. Oui, au bout de combien de temps, en nourrissant son animal au barf, on risque de voir ses effets secondaires apparaître? Alors c'est bien le problème qu'on a en fait, c'est-à-dire que les gens nous disent mais il va très bien, il a des selles impeccables. Alors souvent, quand on passe des croquettes au barf, ah mais le poil est génial, etc. Les carences mettent beaucoup de temps à se voir, ou en tout cas à être perceptibles d'un point de vue physique et médical, j'ai envie de dire. Donc en fait, c'est le souci qu'on a, c'est-à-dire que ça peut prendre des années, c'est-à-dire que c'est au moins 2 ans avant qu'on puisse mettre le doigt sur une potentielle carence qui soit visible et qui puisse alerter sur un déséquilibre de la ration. Donc on est vraiment entre guillemets embêté avec ça, parce qu'il faut que les gens comprennent. C'est pas parce qu'on a devant soi un chien qui potentiellement a l'air de très bien aller, nous aussi on va très bien, alors que la plupart d'entre nous allons très bien, alors qu'on est aussi carencé dans notre alimentation. Il y a de fortes chances en tout cas. Il ne faut pas se fier sur l'aspect purement visuel de l'animal pour dire que sa ration est équilibrée. Dire que le chien a le poil brillant et donc le barf est équilibré, ça ne peut pas fonctionner. Et tous ces gens qui veulent faire des prises de sang, donc qui nous disent par exemple, je suis au barf, mon chien va très bien, j'ai fait une analyse biochimique, tout va bien, ou je voudrais faire une prise de sang pour évaluer les carences. Est-ce que c'est possible ça, à la prise de sang, de pouvoir dire ma ration est équilibrée? Non, parce que la prise de sang va nous montrer l'état de fonctionnement d'un organe à un moment donné. Donc avant que l'alimentation puisse influencer le fonctionnement du dit organe, il va en falloir des années et des années de déséquilibre. Donc c'est vraiment inutile pour les gens. Le seul moyen en fait de pouvoir s'assurer que sa ration est équilibrée, c'est de l'analyser. Point. Il n'y a pas d'autre solution. Faire une prise de sang, c'est très bien. Ça permet de voir comment ça va. Mais ça, c'est du ressort du vétérinaire. Au niveau de l'alimentation, ça ne servira à rien, ou en tout cas pas à court terme. D'accord, oui. Parce que les prises de sang, ça va regarder les reins, le foie. Avant que ça attaque ça, on a quand même de la marge. C'est ça. Ok. C'est ça, et ça servira pas, du coup, ça ne suffira pas à dire. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on voit souvent sur les communautés barf. Ah, j'ai demandé une prise de sang à mon vétérinaire pour voir si ma ration est équilibrée. Regardez, tout va bien, c'est génial, le barf c'est super et tout. Il n'a pas de problème de rein, il n'a pas de problème de foie, etc. Ah oui, mais en fait, pas pour l'instant. D'accord. Tu penses qu'au long terme, ça pourrait impacter la santé Alors, je n'ai pas de données qui pourraient appuyer de façon sûre et certaine et scientifique cette affirmation. Maintenant, voilà, on sait que l'alimentation peut jouer, notamment sur les reins. Avec notre rapport calcium-phosphore déséquilibré, oui, ça peut poser problème à long terme. Et encore plus sur les seniors, quand on voit des seniors qui ont une ration équivalente à
un chien adulte en bonne santé, c'est pas possible de voir ça parce que pour les seniors, on veut baisser un peu le phosphore. Euh, c'est pas possible avec une ration qui a un rapport phosphocalcique très bas. Donc là, effectivement, on prend un risque. On prend un risque pour la fonction rénale du chien. Est-ce qu'il y a des choses que tu souhaiterais ajouter et qu'on n'a pas encore abordées? Les légumes. Les légumes, qui est un grand sujet de controverse au BARF, enfin plutôt au pré-modèle. Il faut bien se mettre en tête que les légumes, c'est non négociable. Alors les légumes ou les fibres, il y a des chiens qui n'aiment pas les légumes, qui veulent pas en manger ou qui ont besoin d'avoir une ration qui n'a pas un volume trop important pour diverses raisons. C'est pas grave, on peut ne pas mettre de légumes au sens où on l'entend, mais il faut mettre des fibres. Donc on peut mettre du son d'avoine, on peut mettre du psyllium en fonction du cas, il n'y a pas de souci. Mais il faut absolument un apport en fibres dans la ration, parce que les fibres en fait vont nourrir le microbiote du chien et aussi aider à la fonction vraiment mécanique du système digestif et donc à l'évacuation des selles, etc. Donc c'est vraiment important. Ça aussi, on le retrouve avec des chiens, par exemple. Souvent, on voit ça énormément dans les communautés du pré-modèle. J'ai mon chien qui broute, qui mange de l'herbe, voilà, il n'arrête pas. Moi, j'ai récupéré quelques clients qui étaient au pré-modèle avant. Les chiens broutaient, ils mangent de l'herbe, il a mal au ventre, il vomit, etc. Après avoir mangé de l'herbe. Et en fait, on se rend compte que quand on apporte une source de fibres, paf, il n'y a plus rien, tout va bien, quoi. Donc en fait, il faut vraiment se mettre ça en tête. Ça aussi, les légumes, c'est vraiment indispensable. Ou en tout cas, une source de fibres dans la ration. C'est vrai qu'on voit pas mal de cas de chiens, notamment au pré-modèle, il me semble, constipés, qui ont du mal à sortir les selles. Donc on met ça souvent sur le dos des os, mais ça pourrait en fait tout simplement être le manque de fibres dans la ration. Ça peut, oui. Après, le problème aussi, c'est que les os, alors dans les chiens qui sont souvent constipés, qu'on voit dans l'exemple que tu donnes, ça va aussi avec des selles blanches, crayeuses, etc. Mais en fait, ça aussi, ça va avec la non-maîtrise de la ration, parce qu'en fait, l'apport d'os charnu, il est défini par l'aspect des selles. Donc si votre chien, il a des selles un peu molles, eh ben, on va augmenter les os. Si votre chien, il a des selles trop dures, on va les baisser. Mais jamais on pense aux fibres, en fait. Parce que c'est un carnivore et qu'un carnivore ne mange pas de produits végétaux. Voilà. Donc en fait, oui, ça peut jouer, mais ce qui joue aussi là-dedans, on en revient à l'idée de base, en fait, de ne rien maîtriser et de se baser sur des informations empiriques comme voilà, l'état des selles ne devrait pas conditionner un apport alimentaire tel que les os charnus, puisqu'ils sont censés apporter le calcium et le phosphore. Ça se calcule. C'est trop important comme minéraux pour se baser sur ces affirmations. Et du coup, dans la nature, ils les trouvent où, leurs fibres ? Alors là, en fait, on sait que... Alors là, l'argument des communautés BARF, ça va être de se dire que le loup va manger des baies, etc. Alors ça, c'est accepté par les communautés pré-modèles, etc. Mais en fait, on se dit que le loup, il mange pas tous les jours. Donc du coup, s'il tombe sur des baies, ouais, il va en manger, mais en fait, il n'en a pas besoin. Et en plus, on voit ces baies ressortent intactes dans les selles. Ça veut dire que c'est pas digéré, ça sert à rien. Mais en fait, c'est méconnaître le principe des fibres qui, effectivement, pour certaines, ne sont pas digérées et servent justement à cette action mécanique. Quand tu nous dis que les proportions, donc tu nous as dit au début, les proportions, c'est 40% d'os charnus, 40% de viande, ou peut-être 45%, je ne me rappelle plus, je suis désolée. Mais la viande, c'est forcément viande, ou est-ce que le poisson, c'est quelque chose qui est accepté dans ce type de régime ? Alors, c'est accepté des deux côtés, mais pas obligatoire. C'est-à-dire que pour un chien qui ne va pas vouloir de poisson, qui n'aime pas, qui ne tolère pas, etc., on va proposer, en tout cas du côté du BARF, pas du pré-modèle parce qu'on met pas d'huile, du côté du BARF, on va proposer l'huile de poisson, l'huile de saumon en particulier. Ça pourrait être une bonne idée, seulement ça va nous apporter des acides gras, ça on l'a vu, il n'y a pas de souci, mais par contre il va nous manquer la vitamine D. Donc si on ne donne pas de poisson, il va falloir envisager de donner un complément en vitamine D. Donc là encore, ça montre bien que c'est pas parce que c'est une huile de poisson que ça va pouvoir remplacer le poisson entier ou même en filet, parce que le poisson, qu'il soit entier ou pas, va nous apporter de la vitamine D en quantité satisfaisante. Attention aux excès tout de même.
Mais voilà, il faut bien se dire que si tout n'est pas interchangeable parce que ça vient de la même espèce en fait. C'est pas parce qu'on c'est pas parce qu'on donne pas de poisson qu'on peut donner de l'huile. Voilà, ça marche pas comme ça. Ou en tout cas pas toutes. Ça pourrait fonctionner avec de l'huile de foie de morue, mais ça veut dire qu'il faudrait enlever le foie parce que sinon on aurait une surdose en vitamine A. Donc voilà, ça montre aussi la complexité de la formulation et de se dire que on peut faire les choses bien, mais il faut sortir un petit peu de ce carcan qu'on veut nous mettre au barf en fait. Et faire les choses bien, c'est un petit peu plus compliqué que des petits pourcentages dans un coin. Absolument. Alors du coup, il faut effectivement calculer. Il y a aussi souvent un argument qui est amené par les barfeurs, c'est oui mais je calcule pas pour moi mes propres repas, je vois pas pourquoi je le ferais pour mon chien, parce que l'équilibre c'est sur la durée, etc. Alors oui, c'est vrai. Mais il y a 2 points à répondre là-dessus, c'est-à-dire que d'une part, nous aussi on est carencés, il y a des études qui le montrent, et d'autre part, on sait qu'on est carencés, on peut le savoir, on a accès aux informations, on fait nos choix pour nous-mêmes en conscience, avec les conséquences potentielles que ça peut avoir, ça nous regarde. Maintenant, moi ce que je réponds, c'est qu'on a fait le choix de prendre un chien ou un chat, qu'on passe au barf avec la volonté de faire les choses correctement, et que donc on doit faire les meilleurs choix pour lui et on fait ce qu'on veut pour nous. Voilà, donc c'est une question un peu plus philosophique mais qui du coup s'intègre, je pense, plutôt dans l'esprit global de la chose. Donc on est responsable de notre animal et que c'est ça. Lui, il peut pas choisir d'avoir des carences comme nous, on peut choisir de manger au McDo, quoi. Absolument. Très bien. Eh ben, je te remercie beaucoup, Justine, c'était très intéressant. On a encore appris plein de choses. Donc pour celles et ceux qui nous écoutent et que ça intéresse, je les invite à te suivre sur les réseaux sociaux. Donc il y a ta page La Cantine d'Owen sur Facebook, il y a ta page sur Instagram aussi, Owen's Diner, si je ne me trompe pas. C'est ça. Il y a donc le groupe vers une approche nutritionnelle du barf. Pour les assistants et assistantes vétérinaires, il y a le groupe ASV Nutri. Et pour celles et ceux qui ont besoin de faire formuler une ration, il y a ton site La Cantine d'Owen qu'on trouvera sur Google. C'est bien ça. Merci à toi de m'avoir invité. C'était avec plaisir et je te dis, j'espère à bientôt pour d'autres collaborations. Absolument. Aujourd'hui, avec Justine, nous avons pu aborder les principaux problèmes du barf tel qu'il est pratiqué en France actuellement. Du côté de l'équilibre alimentaire, les os charnus posent 2 problèmes. Le premier est que leurs apports ne sont pas bien connus, car ce ne sont pas des aliments de consommation humaine, donc ils ne sont pas répertoriés dans les bases de données d'alimentation humaine, comme SICAL par exemple. Le second est que, lorsque leur composition est connue, leur rapport calcium sur phosphore est souvent trop bas, ce qui prédispose les animaux qui les reçoivent aux problèmes rénaux. Les régimes BARF manquent souvent de zinc, ce qui peut se répercuter sur l'état de la peau et du poil. Il manque aussi de magnésium, ce qui peut provoquer des troubles comportementaux. Les barfeurs donnent souvent beaucoup d'oméga 3, mais sans donner suffisamment de vitamine E pour prévenir l'oxydation de ces acides gras, ce qui représente un énorme gâchis. Du côté sanitaire, le gros problème est celui de la décongélation-recongélation, qui favorise les proliférations bactériennes, et en cas de décongélation longue à température ambiante, peut même finir par la présence d'asticots. La viande hachée, dans laquelle les bactéries sont disséminées à cœur par le hachage, présente un risque sanitaire augmenté et ne devrait donc pas être utilisée crue plus de 24 heures après son hachage. Enfin, les barfs industriels, qui se prétendent complets, ne le sont pas au sens de la réglementation. S'ils respectent les pourcentages du barf, ils ne respectent pas le guide nutritionnel qui garantit de couvrir tous les besoins de l'animal et permet de pouvoir utiliser l'appellation complet. Ainsi, les pourcentages utilisés au barf pour composer les rations ne reposent absolument pas sur des bases scientifiques et ne répondent en rien aux besoins individuels des animaux. À long terme, ils peuvent générer des carences qui ne pourront être mises en évidence que par une analyse de la ration. Les prises de sang ne pourront jamais évaluer une carence en zinc, en magnésium ou en vitamine E. Cependant, il est possible de faire du barf qui répond aux besoins nutritionnels de l'animal, en sélectionnant bien ses ingrédients, en calculant précisément les quantités avec un logiciel de vérification de ration, et en utilisant des produits frais de qualité humaine lorsque l'on souhaite les donner crus. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter, le commenter, le partager et surtout vous abonner pour ne pas rater le prochain épisode. À bientôt!